Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, au sommaire, dans Smart Job, un acteur immobilier qui finance des athlètes de haut niveau. On va en parler dans quelques instants avec Georges Roquieta. Il est à la tête d'Atlan et il soutient deux championnes de natation et de saut à la perche. Smart Philo avec le philosophe Luc de Brabander. On parle de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle aura un jour une conscience philosophique ? Bah oui, c'est la question qu'on va lui poser dans quelques instants. Il sera notre invité. Puis le Cercle RH, le débat d'actualité aujourd'hui autour du pouvoir d'achat. C'est la préoccupation des Français. Faut-il indexer les salaires sur l'inflation ? Le ministre de l'économie, on y reviendra, Bruno Le Maire, a demandé aux chefs d'entreprise et au patronat d'ailleurs d'augmenter les salaires. Est-ce la fin du quoi qu'il en coûte ? Que fera l'État exactement pour soutenir les salariés ? On répondra à toutes ces questions dans le Cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi, la paix. Bah oui, la paix, c'est important. C'est la feuille de paix. C'est un secteur qui recrute. On en parlera avec Alexandre Renaud, directeur d'activité moyenne entreprise chez ADP Group. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, j'ai envie de dire bien dans son sport aussi. Vous allez voir le lien évidemment, puisqu'on va parler des JO dans quelques instants, avec Georges Roquieta. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président d'Atlan, créé en 2003. Alors vous avez tout un parcours professionnel dans l'immobilier, dans la construction. Avant de parler des athlètes que vous accompagnez, que vous aidez à avoir des médailles, on l'espère en 2024. D'abord un mot sur Atlan. Promoteur, constructeur, comment vous vous situez ? C'est quoi votre métier ? Alors, nous, on est un opérateur immobilier qui couvre plusieurs métiers. Donc, on a un opérateur immobilier coté, un petit peu plus de 250 personnes, et on fait 3 gros métiers. On est gestionnaire d'actifs, on est promoteur de logements et d'immeubles d'entreprise, et puis on a également une activité d'investissement digital au travers d'une plateforme qui s'appelle Fondimo. Voilà, donc on couvre l'ensemble des métiers de l'immobilier. De A à Z. De A à Z. On a reçu parfois des chefs d'entreprise ou même des entrepreneurs qui étaient des sportifs et souvent ils rendent. Ils se disent, évidemment, j'ai été sportif de haut niveau et je vais accompagner. C'est votre cas, vous accompagnez deux athlètes, 2 femmes, une nageuse, donc qui est au Cercle de Marseille, qui est un club très prestigieux, et puis une perchiste. Alors qui est à Paris maintenant. Alors qui est à Paris, mais qui est née à Marseille. 92, oui. Et voilà, et qui a fait un long séjour aux États-Unis, tout en étant toujours licencié à Marseille, mais qui est revenu à Paris pour préparer les JO. Appétence pour la perche, appétence pour la natation. Enfin, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 2 athlètes ? Alors, j'ai jamais pratiqué la perche et je suis pas un très bon nageur. Bon, c'est dit. Non, l'idée c'était, nous on a un opérateur immobilier et le gros de nos activités est à Paris, notamment donc en promotion immobilière. Et on va bénéficier en tant qu'acteur de la ville, on va bénéficier des infrastructures des JO. Et on s'est dit comment on peut contribuer aux JO de façon un peu indirecte, puisque nous, on va en bénéficier, les réseaux de transport vont bénéficier à l'immobilier, les constructions également. Bien sûr. Et moi, ma conviction que c'est des JO réussis, c'est des médailles. C'est aussi de très beaux immeubles et des équipements de transport à la pointe, mais donc c'est vraiment des l'important, médailles. c'est pas que de participer pour vous. Ouais, non, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps quand on n'a pas de médaille. Bon, donc c'est des médailles. Et donc on a eu l'idée il y a 5 ans et on s'est rapproché via une relation du ministère des Sports et on a appris qu'il y avait un pacte de performance qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises d'accompagner donc les jeunes athlètes. Et puis on a rencontré des jeunes athlètes. Alors l'idée, c'était pas de les accompagner uniquement financièrement, parce qu'une carrière, c'est court, et puis ça peut arrêter du jour au lendemain. Oui, blessure. C'est également pouvoir les accompagner dans leur job. Donc on s'était fixé plusieurs critères. Moi, le critère numéro 1, c'était un job où il y avait... Enfin, c'était un sport, pardon. Et votre émission Smart Job, c'est un sport où il n'y avait pas d'argent. Bon, donc on a évité. Natation, saut à la perche. Alors, au départ, c'était l'athlé. On s'est dit, donc l'athlé. Et on accompagne donc Ninon... Guillaume Romarin, qui maintenant est Ninon Chapelle, puisque son époux, qu'on avait accompagné pendant quelques années, est un perchiste de haut niveau aussi. Génial. Donc Ninon est record woman de France, du saut à la perche, donc 4,75 m. Elle était parmi les 10 finalistes des derniers championnats du monde d'athlètes. Et puis on accompagne Beryl Fagastaldelo, qui est un très beau palmarès de la nage française, et qui a été vice-championne du monde au dernier championnat du monde d'Abu Dhabi. C'est la seule française, seul français qui a été médaillée. Elles ont le même âge, elles ont 27 ans, ce sont 2 femmes
qui sont en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut partager également, au-delà de l'accompagnement financier, on peut partager également avec elles nos métiers. Donc Beryl a récemment passé une journée au bureau pour découvrir l'ensemble des métiers, parce qu'on a tous les métiers dans le groupe. Et Ninon, pareil. Donc c'est un croisement aussi, un échange. Mon idée, c'était pas 27 ans, ça veut dire que dans 3 ans, excusez-moi, elles sont sur le marché du travail. Peut-être pas, parce que parce que la perche. La perche, on peut aller un peu plus tard. Donc la perche, on peut aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, elles sont prêtes pour les JO. Et donc l'idée, c'était, on vous accompagne jusqu'au JO 2024 avec l'objectif que vous soyez présente au JO. Donc on n'a pas eu des critères de performance dans le choix des athlètes. C'était plutôt, il fallait avoir un fit, il fallait sentir que ça match, quoi. Voilà, que les valeurs étaient partagées, qu'elles aimaient l'entreprise, qu'elles aimaient nos métiers et qu'elles ont envie également de partager leur quotidien avec nous. Il y a 2 choses, j'ai une double question. D'un côté, il y a le regard que portent ces athlètes de haut niveau qui font un travail énorme pour se préparer physiquement dans l'hypothèse de médaille. Et puis elles pensent, comme tout sportif de haut niveau, à l'après. C'est-à-dire que vous leur dites, venez visiter, peut-être que ces métiers de la promotion, de la plateforme, c'est peut-être pour vous une reconversion. Parce que la question de la reconversion pour les sportifs de haut niveau, elle est posée. Et surtout pour des sports qui ne sont pas comme le football avec Kylian Mbappé. Bien sûr. On voit dans leur quotidien, d'ailleurs c'est intéressant, elles ne sont absolument pas motivées par l'argent, puisqu'elles font des sports où ça ne générera pas l'argent, à moins d'être médaillées au JO. Non, c'est le défi. On voit même des anciens nageurs, des grands nageurs français médaillés au JO, on voit les difficultés qu'ils ont à faire leur carrière. Donc l'idée, c'était ça aussi, c'était de leur partager, d'essayer d'accompagner, les faire connaître nos métiers, et peut-être qu'un de nos métiers puisse se servir après de tremplin pour faire autre chose. Vous, Georges Roqueta, vous avez découvert ces sports, vous les connaissiez évidemment, mais là, vous approfondissez, vous parlez avec les athlètes, c'est-à-dire quelque part, vous ne pratiquiez pas le saut à la perche, pas forcément la natation de compétition, sauf dans une piscine de temps en temps, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez appris d'elles? Qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces 2 athlètes? Alors, on avait fait venir Ninon et Axel à un de nos séminaires, pour justement qu'ils expliquent leur quotidien, puis qu'ils expliquent la technicité de leur sport. Alors, la natation, tout le monde pense nager, mais quand on discute avec un nageur de niveau, on s'aperçoit que c'est beaucoup technique. Et puis la perche, on n'en fait pas à l'école. Donc c'est technique. Puis c'est un sport extrêmement particulier, donc la perche. Très donc particulier. Au-delà je dirais de la technicité de leur sport, ce qu'on a beaucoup appris et ce qui nous apporte beaucoup, c'est de comprendre leur quotidien. Souvent, on se dit un sportif, ça s'entraîne 3 heures par jour, ensuite ça ne fait plus rien. La première découverte, c'est que ça s'entraîne 365 jours par an et pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'un sportif, quand il rentre chez lui, il y a la récupération, il y a l'alimentation, il y a le sommeil. Ça ne prend pas de vacances. Donc un sportif de niveau, quand Ninon ou Beryl arrêtent 15 jours, c'est quasiment impossible de reprendre après. Ouais. Et donc on s'aperçoit que c'est 10 à 15 ans de sa vie que l'on consacre à 100% donc à son activité, avec au bout un espoir de médaille, peut-être. Le problème, c'est que dans chaque sport, c'est les 3 premiers, il faut être sur le podium, donc il y a une sélectivité qui est énorme. Et ça, c'est un point commun entre les deux. C'est cette force de caractère, cette discipline et cette maturité, parce qu'elles ont 27 ans, mais elles sont déjà extrêmement mûres dans la façon dont elles gèrent le quotidien. Et là, je me tourne vers vous, le chef d'entreprise, l'entrepreneur à la tête de 260 collaborateurs. Ça fait quoi chez vos collaborateurs, le fait que le patron dise on va porter, on va accompagner, c'est-à-dire financièrement dans leur carrière, on va les suivre, on va accompagner des athlètes. Ça fait quoi dans l'entreprise? Ça donne le sourire, ça crée du lien, ça crée du lien? Oui, ça crée je pense qu'ils se sont fiers. Donc ils sont fiers que l'entreprise accompagne de jeunes. On n'a pas choisi les plus médiatiques, on n'a pas fait ça pour avoir des retombées médiatiques. Donc c'était vraiment pour les aider, elles, et puis pour en interne essayer de partager ces valeurs. Donc je pense qu'ils sont contents, ça leur permet de découvrir un nouveau sport. Clairement. Quand Ninon était venue avec ses perches à notre séminaire... C'est impressionnant, ces perches-là. Les collaborateurs se sont rendus compte que porter une perche, ne serait-ce que marcher avec la dernière, c'est très compliqué. Donc en plus de ça, sprinter avec, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est une découverte de 2 personnes qui ont un caractère extrêmement forts et qui elles sont très très attachantes. Puis c'est aussi la découverte de sport et puis on les suit au quotidien. Donc ouais, vous allez les pousser évidemment. Excusez-moi d'être un peu concret parce qu'une entreprise, elle dit après tout, moi j'ai une forme d'investissement. On le voit passionné, mais il y a un investissement. Il y a le logo, il y a l'obligation de citer la marque. Oui, alors on met pas trop la pression là-dessus. Alors quand elles sont en équipe de France, elles ne peuvent pas avoir impossible. Logo. Toutes les autres compétitions
donc Ninon porte un logo. Donc un t-shirt et un logo Atlante. Beryl, sur le maillot de bain, il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà. Le bonnet peut-être. Elle a un sweatshirt, de l'entreprise. Mais c'est pas ce qu'on va rechercher. Ouais, c'est on ça. va rechercher autre chose. Ouais, mais elles jouent le jeu, excusez-moi, parce qu'elles sont aussi les ambassadrices de l'entreprise. Elles parlent de vous. Elles sont très présentes sur les réseaux sociaux et quand on fait quelque chose ensemble, elles le relaient sans qu'on leur demande. Donc voilà, on a fait des séances photos au bureau il n'y a pas longtemps, toutes les deux. Et puis on a envie d'avoir cet échange entre les deux parce que ce sont des sports tellement différents. C'est sûr. Une qui saute et une qui... Voilà, ce sont des sports différents. C'est une façon de s'entraîner complètement différente. Voilà, c'est ça qu'on attend d'elles, c'est ces échanges. Sur le fond, la compétition aura lieu en 2024. Paris s'y prépare, on crée les installations, on construit des logements. Et vous êtes un des acteurs. Est-ce qu'au fond de vous, vous dites j'aimerais quand même bien les récupérer dans le groupe? Parce que les sportifs, quand on réintègre une entreprise, c'est souvent des gens rigoureux, opiniâtres, obstinés. Enfin, on a souvent ces qualités-là chez les sportifs dans l'entreprise. Oui, alors Ninon qui a réussi à amener les deux, elle a ses diplômes pour Institut Osris. Beryl a eu une formation de management aux États-Unis, donc potentiellement, elles ont en tout cas le potentiel pour ensuite, elles pourraient intégrer l'entreprise. Mais ce qu'on attend surtout, c'est de les ouvrir à d'autres métiers. Par exemple, Beryl était au bureau et elle a découvert le département ressources humaines, la diversité des activités, ce que l'on peut faire en ressources humaines. Bon, voilà, donc elle a ce retour en disant tiens, ça c'est un job, contact avec l'humain, l'engagement, la formation, c'est des choses qui m'intéressent. Il nous reste une minute, Georges Roquieta. Vous recrutez, parce que c'est une émission évidemment Smart Job, où on parle de l'emploi, mais aussi des ressources humaines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'activité que vous avez pour préparer ces JO, vous êtes en recrutement? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors, ce n'est pas les JO, clairement, qui drainent notre activité. Nous, on a des métiers comme on travaille sur le monde de l'épargne, donc sur la collecte de fonds auprès de particuliers, sur des produits SCPI, qu'une marque s'appelle Voisin. Donc là, on recrute 30 à 40 personnes par an. Secteur financier? Oui, secteur financier. Donc secteur également de la promotion immobilière. Donc on recrute des développeurs fonciers, des ingénieurs. Donc on doit avoir une trentaine de postes ouverts en recrutement en ce moment. Voilà. Allez jeter un œil donc sur le site d'Atlan. J'imagine qu'il y a un onglet recrutement pour avoir peut-être des postes qui correspondent à vos envies, parce que c'est des beaux métiers, les métiers de la promotion immobilière, de la construction. Et puis vous aurez une entreprise en plus qui accompagne des athlètes. Vous serez derrière Beryl Gastaldello, qui elle est nageuse. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une famille de nageurs. Une filiation de nageurs, cette famille. Sa mère, en 60, son père et sa grand-mère ont fait les JO. Voilà, je voulais quand même préciser que c'était quand même une grande famille de nageurs. Il y avait une tradition. Et puis Ninon Guillon Romarin, qu'on connaît, fait partie de ces femmes perchistes qui potentiellement peuvent avoir une médaille. Et évidemment, on aura une pensée pour Atlan qui les ont accompagnés. Merci. Georges Roquieta de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir. Et puis on pense évidemment au JO de 2024. On sera devant la télévision. On tourne une page, on parle philo. Bah oui, c'est important. Philo et intelligence artificielle avec Luc de Brabander. C'est tout de suite. Smart Philo avec Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes comme philosophe en entreprise. Parce absolument, que j'insiste. Vous n'êtes pas seul face à vos livres et à vos auteurs. Non. Vous allez parler, communiquer avec ce livre. Alors évidemment, qui fait le lien avec la chronique qu'on va découvrir dans quelques instants. Homo Informatics. C'est une histoire peuplée de chiffres, de raisonnements et d'ordinateurs, mais une histoire, dites-vous. On sait votre passion et la réflexion que vous menez autour de l'informatique, des datas, de son utilité. C'est quoi l'idée? C'est que l'intelligence artificielle, puisque c'est de ça dont on va parler, quelle est sa raison d'être exactement? C'est né d'où tout ça? C'est né il y a très longtemps. Donc il y avait Platon, le mathématicien. Déjà. Et Aristote, le logicien, qui tous les deux ont une approche du monde, l'un avec des chiffres, l'autre avec des concepts, deux approches qu'on a essayé de fusionner, ce qu'on appelle le rêve de Leibniz. Gödel a montré que c'était impossible, aujourd'hui on sait que ce ne sera jamais le cas. Mais donc l'histoire est très ancienne, bien avant le premier ordinateur, on pensait déjà à modéliser la pensée. Aristote, il avait déjà un modèle à 3 étoiles, ou à 3 étapes, le concept, la proposition, le raisonnement. Donc le tout premier il a construit ça, effectivement. Oui, le tout premier algorithme, la toute première modélisation de la pensée, c'est Aristote. Mais quand même, on modélise la pensée. Là, on voit bien évidemment l'idée d'avoir une discussion concrète, intelligible, argumentée. Donc ça, on le comprend. Mais l'ordinateur, c'est autre chose. Ça concentre. Enfin, la philosophie de l'intelligence artificielle, c'est de concentrer la pensée humaine. Peut-être qu'il manque de philosophie de l'intelligence artificielle. Ah oui, il n'y en a pas. Voilà, il y en a peu. Et je dirais, et ça manque.
L'intelligence artificielle, c'est un outil. Et l'essence même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme. Bon, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, c'est normal que les lunettes, ça permet de voir mieux. Et bien, c'est normal que l'ordinateur puisse pousser l'homme plus loin. Mais ça n'empêche, ça ne lui enlève pas le rôle d'outil. Et il reste, je dirais, finalement, la question, qui programme qui ? Est-ce que c'est l'homme qui programme la machine ou la machine qui programme l'homme ? À ça, il y a une réponse éthique. C'est l'homme qui programme la machine. Mais d'un point de vue concret, Luc, c'est évident. Enfin, je veux dire, pas tant que ça. C'est-à-dire, quand je lis les journaux, parfois, je crois qu'il y a des gens qui se trompent un petit peu. On arrive à des concepts comme la guerre des intelligences. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme si l'homme se bat avec son outil. Non, un outil ne se bat pas avec l'homme. On est responsable de ce qu'on fait. Mais globalement, c'est un objet neutre, l'ordinateur. Il ne sait pas. Il n'est pas doté de conscience. Il n'a pas de vision philosophique ou d'inconscient. On est bien d'accord. J'ai très peur du mot neutre, parce que beaucoup de gens disent c'est un outil, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ouais, c'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre. Oui, moi non, c'est bon et mauvais. Parce que si vous dites ni, vous affranchissez. Non, l'ordinateur est bon et mauvais. Ça permet la plus belle et les plus horribles des choses. Et en même temps. Et, c'est la logique du et. Et donc, qui met directement l'homme devant ses responsabilités. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Mais l'intelligence, c'est devenu un sujet d'étude il y a 2 siècles. Pour la première fois, on s'est dit, tiens, comment ça marche là-dedans ? Mais il y a 200 ans, c'était très connoté génie, génétique, eugénisme. Il y a 200 ans. Sélection, améliorer la race, etc. C'est le moment du quotient intellectuel, etc. C'était pas très, très sain. Après la guerre, bonne nouvelle, théorie des intelligences multiples. Et il y a eu de multiples théories d'intelligence multiples. Et formidable. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? À cause de la technologie, on remet intelligence au singulier. Pourquoi ? Où sont toutes les autres ? L'intelligence émotionnelle, relationnelle, artistique, etc. Je crois que l'intelligence artificielle va remplacer celle qui avait le monopole il y a 200 ans, où on croyait qu'être intelligent, c'était être bon en maths. Vous dites l'intelligence, c'est quand même l'aptitude à pouvoir gérer ses aptitudes. Donc vous faites référence à 16 intelligences. Voilà, exactement. Je crois que nous avons tous... Voilà, c'est pas au même état. Il n'y a pas une intelligence. Non. Il y a toute forme d'intelligence. Il y a quelqu'un qui sait faire rire. C'est une forme d'intelligence. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi l'intelligence. Tiens, c'est le moment où je vais faire rire. C'est à l'étage du dessus. Il faut être drôle au bon moment. Il faut être... Eh bien, ça, c'est l'intelligence pour moi, telle qu'on l'a définie. C'est à l'étage du dessus. J'ai des capacités. Eh bien, j'utilise celle-là maintenant et celle-là tout à l'heure. On va parler du second degré. Parce que le second degré, c'est une forme d'humour, voire même le troisième, qui est une forme d'intelligence, pratiquée par les Belges en particulier. Le troisième, voire même le 4e degré chez les Belges. Je crois que là, on est imbattable. Vous êtes imbattable pour ces... Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, dans la philosophie même de cette intelligence artificielle, lorsque on a créé cette machine, quel était notre dessein ? Parce que vous évoquiez la métaphore des lunettes, c'est vrai qu'on porte des lunettes pour mieux voir. C'était pour mieux faire quoi, cette intelligence artificielle ? Parce qu'après tout, notre intelligence nous aidait bien toute seule. Notre cerveau était très bien. Oui, mais c'est une aide. Moi, je mettrais intelligence avec un pronom « une ». On ne devrait pas parler de l'intelligence artificielle, mais une intelligence. Bien sûr. Je suis dentiste, je me fais aider d'une intelligence artificielle. Je suis juge, je suis professeur, je suis tout ce que vous voulez. Je me fais aider d'une intelligence artificielle. C'est réduire les erreurs, c'est réduire la subjectivité. Oui, bien sûr, un petit peu de contradiction aussi. Bon, imaginez un juge qui est en charge des libérations anticipées des condamnés. Donc, il est angoissé par les récidives. C'est son obsession, sans doute. Je libère pas, oh là là. Exact. Imaginez un ordinateur qui a 50 ans d'histoire, de compiler toute cette data. Compiler toutes ces datas. Il a en lui quelque chose que l'homme n'a pas. Le juge, le soir, il est fatigué, le matin, il n'est pas fatigué, etc. Et donc, s'il se confronte avec le logiciel, il va certainement être un meilleur juge. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va déléguer à la machine la responsabilité, oui ou non, de la libération anticipée. Alors, il y a un débat, parce que vous évoquez le débat de la créativité de l'ordinateur. Oui. Effectivement, il ne peut pas être créatif. Enfin, vous considérez qu'il ne peut pas. Non, je définis la créativité comme la capacité de sortir de son propre programme. Donc, s'il le fait, c'est qu'il a été programmé pour. Donc, non. On est d'accord, parce qu'un homme l'a autorisé dans un programme à sortir. Il lui a mis les conditions de départ. Parce que j'allais évoquer les métaverses dont on parle beaucoup, et j'imagine que c'est un sujet pour vous de recherche et d'études, qui est en train de devenir une sorte d'espace virtuel de créativité, d'inventivité. Disons, il y en a plusieurs d'abord. Je ne crois pas qu'il y a un métavers. Je crois que les gros vont chacun construire le leur. C'est certainement un espace qui donne des tas de possibilités, mais il y a 2 limites pour moi infranchissables.
la créativité, c'est une impossibilité technique. Un ordinateur, quel qu'il soit, ne peut pas sortir de lui-même. Et l'autre, responsabilité éthique, c'est l'histoire du juge. On ne délègue pas à une machine ce qui fait notre humanité. Alors, Luc de Brabander, la dernière question, elle est très juridique, puisque au-delà de son aspect philosophique, elle pose des questions pratiques, d'application pratique. Parce que l'ordinateur ne peut être responsable. D'accord. Oui. Donc c'est une décision éthique que l'on va prendre. Mais je le resitue dans un contexte très concret. On évoque, et c'est aujourd'hui à l'étude, ces fameux Google Cars, ou ces outils de déplacement non gérés par l'homme. Oui. On est exactement dans ce problème. On accusera l'ordinateur, mais derrière on accusera l'homme qui l'a fait. Mais bien sûr. Et commençons par rappeler les choses par leur nom. Quand on dit voiture autonome, on n'a jamais fait quelque chose d'aussi peu autonome qu'une voiture qu'on appelle autonome. C'est une voiture qui dépend de capteurs, de trucs, d'antennes, de radars, de logiciels. En fait, on devrait dire une voiture automatique. Eh bien, rien que l'appeler comme ça, ce serait déjà le début un peu de la sagesse. Donc ça veut dire, en fait, quand même dans votre discours de philosophe, et là je m'adresse aux philosophes, on se joue de mots quand même beaucoup. Une intelligence, vous parlez des intelligences. Voilà. On ne dit pas autonome, on dit automatique. Quand on dit est-ce que vous êtes connecté, mais connecté à quoi? Bon, si vous dites on est en temps réel et le temps avant, il était comment, etc. Bon. C'est passionnant. En tout cas, c'est un sujet, j'imagine, pour vous, de recherche presque infinie. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et en fait, j'ai commencé il y a longtemps. J'ai commencé comme informaticien il y a 50 ans. Mon tout premier job, c'était ça. Et on parlait déjà d'intelligence artificielle. C'est un peu disparu, mais c'était déjà le sujet. Donc voilà, il m'accompagnera jusqu'au bout. C'est des sujets qui vont vous accompagner avec quand même des angoisses existentielles pour nous, les humains, des voix. La fabrication de voix artificielles qui ressemblent aux nôtres, des capacités de pouvoir réagir aux émotions. Exactement. Mais donc là, on frôle quand même des dangers. Quand même, eh bien, c'est un très bon exemple. Le problème n'est pas technique. Les voix, vous en parlez. C'est vrai qu'aujourd'hui, un ordinateur peut imiter les voix. Même l'accent belge. Il peut être parfait. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des chatbots. Vous téléphonez à la banque et en fait, c'est pas quelqu'un, c'est une machine qui vous répond. Tout à fait. Eh bien, je trouve qu'il y a une loi qui devrait dire toutes les 30 secondes, attention madame ou monsieur, je suis une machine. Parce que sinon, on peut tromper les gens, quelqu'un d'un peu naïf. Je suis assez d'accord. Bon, eh bien, on pourrait très bien, et c'est une loi non technique, c'est une loi éthique, toutes les 30 secondes, le chatbot dit « je suis une machine ». Pour bien prévenir la personne qu'en face, on a une machine qui a été programmée. Et ça, c'est pas une décision technique, c'est une décision de vie ensemble, de société, de politique. Oui, le mot éthique revient quand même beaucoup dans ce débat autour de l'intelligence artificielle. Oui. Merci Luc de Brabander. J'espère avoir bien prononcé le titre Homo Informatics, écrit donc par Luc de Brabander, essai aux éditions Le Pommier. Le Pommier de Michel Serres. Absolument. Oui, une très belle maison d'édition. Merci de nous avoir rendu visite, Luc de Brabander. On fait une petite pause parce que ça, c'est pas un sujet qui fait référence à l'intelligence artificielle, mais au quotidien des Français, encore que l'intelligence artificielle est partout. On va parler du pouvoir d'achat avec les mots de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui, à peine nommé, commence déjà à évoquer auprès du patronat français l'idée qu'il va falloir augmenter les salaires. Est-ce la fin du quoi qu'il en coûte? On va faire un point évidemment, parce que l'inflation, pendant ce temps-là, elle galope. On en parle dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job pour parler du pouvoir d'achat. Alors on en parle depuis des semaines, mais les choses s'accélèrent puisqu'on a évoqué, le gouvernement évoque un projet de loi qui sera le premier projet de loi, ça sera un projet de loi pouvoir d'achat pendant les législatives, donc ça veut dire la rapidité d'exécution. Bruno Le Maire recevait le patronat hier et leur a demandé un peu droit dans les yeux, augmenter donc les salaires pour ceux qui le peuvent, puisqu'il a quand même pris ce bémol. Et puis on a de l'autre côté des Français, évidemment, qui voient leur bulletin de paie et leur feuille de paie qui n'ont pas augmenté, sauf depuis les dernières négos de février, mais avec une inflation qui va dépasser les 5%. Et certains économistes nous disent qu'on pourrait avoir une inflation à 2 chiffres, au-delà de 10%, ce qui est évidemment inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est à l'État de mettre la main à la poche, un nouveau quoi qu'il en coûte? Est-ce que c'est aux entreprises? On en parle avec mes invités. Stéphane Marchand est avec nous. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Je ne sais pas si on a la une. Vous avez mis quoi en une ce mois-ci? On a mis un ours polaire qui se demande qui va payer la transition énergétique. Et oui, c'est évidemment la question de la transition qui va venir évidemment gréver aussi. Bien sûr. Le sujet supplémentaire. Il y a un arbitrage à faire on peut tout faire. Évidemment. Pierre Ferracci, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Alpha. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, le dialogue social, c'est votre credo. Je voudrais qu'on revoie, parce que vous êtes venu nous en parler, ce guide du routard des élus. Pour tous ceux qui vont être élus, vous aurez, grâce à Pierre Ferracci et ses équipes, au groupe Alpha et à ses partenaires, un guide du routard
avec la mise en page du guide du routard, le b.a.-ba de l'élu pour savoir tout ce qu'il doit apprendre. Et vous allez voir, quand vous lirez ce livre, il y a quand même pas mal de petites choses à retenir parce que la rentrée sociale s'annonce chaude. Le groupe Alpha, c'est Secafi, Sémaphore, TH Conseil et GVA. On parlera du dialogue social parce que certains syndicats se sont déjà plaints que le ministre de l'économie n'ait reçu que le patronat et pas les partenaires sociaux côté salariés. Et puis avec nous, Erwan Tison. Bonjour Erwan, Bonjour. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous êtes la tête dans les chiffres, j'imagine. Erwan, je me tourne vers vous parce que vous êtes un peu la voix de l'économiste, même si Stéphane est aussi un représentant des questions économiques. Mais l'inflation, ça dit quoi d'après les projections que vous pouvez faire? Est-ce que Artus et quelques autres ont raison de dire qu'on va atteindre les 10%? Le pire n'est jamais certain. Déjà, ce qui est sûr, c'est la période vers laquelle cette inflation-là va se dérouler. Le gouverneur de la Banque de France nous a dit qu'on en avait au moins jusqu'en 2024. Donc on observe, 2024, retour à la normale dans un environnement à peu près de 2%. Donc pour l'instant, on est aux alentours de 5-6%, ça dépend ce que vous comptez, si vous comptez le sous-jacent ou pas. On remarque une chose, premièrement, c'est qu'on s'en sort légèrement mieux que nos voisins proches, que ce soit les Espagnols, les Italiens, les Suédois ou les Allemands. Parce qu'on a quelques mesures justement d'amortissement qui ont fait leur effet, parce qu'on a aussi une moindre dépendance par rapport à certaines matières premières. Le gros problème qu'on peut avoir effectivement, et les prévisions que font notamment messieurs Artus, Arthuis, etc., c'est qu'en fait on a un gros problème de ce qu'on appelle le second tour. Le débat qu'on va avoir aujourd'hui, notamment lié à la... C'est pas une élection, on est bien d'accord. Non, c'est pas une élection. Même si là en plus, il pourrait y avoir même un troisième tour. Mais là c'est pour le social. Dans l'inflation aussi. Le problème, c'est quand vous avez une hausse des matières premières, vous avez une tendance à convoquer des NAO assez rapidement alors qu'elles viennent de se terminer pour la plupart des négociations de salaire. Négociations annuelles obligatoires, donc les reconvoquer alors qu'elles sont terminées il y a 2 mois pour réaugmenter les salaires et donc du coup pour refaire un geste envers les salariés qui subissent cette inflation tous les jours, que ce soit à la pompe ou à la caisse du supermarché. Et donc du coup mécaniquement les entreprises, si jamais elles justement cèdent à ces nouveaux NAO, vont devoir augmenter leur prix. Donc c'est pour ça qu'on a une inflation. Et c'est la spirale. On a une spirale. C'est pour ça que là en 1983 on avait abandonné la désindexion justement des salaires. Donc ça ne vous semble pas être une bonne idée d'indexer parce que ça peut créer une spirale inflationniste où tout le monde va augmenter jusqu'à... Disons que c'est une excellente idée si on veut mettre à bas l'économie française. D'accord, bon, ça c'est dit, c'est assez clair. Pierre Ferrati, ça le fait sourire. Stéphane Marchand, indexer ou pas les salaires sur l'inflation, on a une réponse d'Erwan Tison, Institut Sapiens. Quand même, les Français entendent ce discours économique qui dit attention à la surchauffe, parce que si on augmente trop vite les salaires, tout va augmenter, il y aura un effet spéculation. On est déjà dans de la spéculation. Mais enfin, il faut quand même répondre à l'urgence du quotidien d'un certain nombre de Français, quand même. Oui, alors il ne faut pas indexer arithmétiquement. Erwan a tout à fait raison. Il faut indexer politiquement et psychologiquement. C'est-à-dire, parce que indexer les salaires sur l'inflation, c'est évidemment, ça semble une bonne idée, ça semble naturel, ça semble juste. Politiquement, c'était très tentant dans certaines périodes, celle-ci par exemple. Bah oui, celle-ci. Et économiquement, tout montre que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que on entre dans une boucle prix-salaire où les gens anticipent qu'il va y avoir plus d'inflation. Donc ils augmentent leur prix. Et ça finit par devenir une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que l'inflation augmente réellement. Et on sait qu'il y a des pays, l'inflation, ça peut être très grave. Il y a des pays qui ont été brisés par l'inflation. On peut même, sans trop se tromper, dire que la République de Weimar, qui était en hyperinflation, a amené le nazisme. Non. Les brouettes pour acheter le pain. Il faut faire très 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 attention à l'inflation. Le secret est probablement dans une sorte d'indexation segmentée, c'est-à-dire on sélectionne des catégories de population qui sont particulièrement sensibles à l'inflation, celles pour lesquelles, par exemple, le logement et l'alimentation représentent dans leurs dépenses des proportions énormes, et on agit sur ces populations-là si c'est possible. Pierre Ferrati, c'est un peu l'esprit du projet de loi pouvoir d'achat, parce que déjà, là, on nous explique que la fameuse prime Macron de 506 € en moyenne va être prolongée et pérennisée pour des secteurs, enfin en tout cas des catégories de Français très particuliers, les plus modestes. C'est la bonne solution ou pas ? Alors, là où on est d'accord, c'est qu'il faut éviter la spirale inflationniste qui, au final, d'ailleurs, touche plutôt les catégories modestes quand on regarde l'histoire économique que les plus favorisées. Bon, en même temps, il faut répondre à une urgence immédiate. Alors, c'est d'autant plus difficile qu'on l'évoquait succinctement au début de notre entretien. Moi, je suis persuadé que la transition environnementale, qui va être très coûteuse, va obliger à un autre partage de la valeur. Il y a des patrons qui commencent à le dire. Je regardais le président d'Amundi récemment, qui disait que certains taux de rentabilité ne pourraient pas être tenus. Et la transition environnementale, il va falloir savoir qui va payer. La puissance publique, les entreprises, les ménages ou les salariés.
Bon, en tout cas, c'est l'occasion de revenir sur une forme de partage de la Vous valeur. soulevez le débat des actionnaires, parce que certains Oui, disent oui. qu'on a beaucoup distribué, le CAC 40 s'est bien porté. On va battre tous les records au niveau mondial. Mais je En crois. matière de distribution de dividendes, c'est assez impressionnant, alors avec des différences par pays qui sont notables. Enfin, même chez nous, dans les grandes entreprises, il y a des scores assez impressionnants. Donc on pour partage 2021. différemment la richesse. Tout à fait. Donc il y a ce débat qui doit accompagner les enjeux de la transition, qui encore une fois va être très coûteuse. C'est un sujet qui n'a pas eu beaucoup de succès pendant la campagne électorale. Non. On parle d'écologie, mais on ne parle pas du coût que ça va représenter et de la répartition de ce coût. En même temps, il faut répondre à l'urgence immédiate. Alors moi, je suis d'accord, pas une indexation brutale et généralisée. Je crois qu'il faut éviter que les inégalités sociales se creusent pendant cette crise, parce qu'on voit bien que l'inflation qui touche les produits alimentaires, qui touche l'énergie, elle vise quand même pas mal les catégories les plus modestes, où la part du budget alimentaire dans le budget global est quand même importante. Mais vous pensez qu'il faut bloquer les prix? Moi, je crois Parce que qu'il ça faut, a en été tout évoqué cas, pendant la campagne, ça. dans certaines entreprises, il ne faut pas hésiter à reprendre la NAO, même si elle s'est terminée il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Dans d'autres entreprises qui sont plus contraintes, et qui n'ont pas les mêmes marges. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Voilà, il y a de l'intéressement, il y a la participation, mais quand on n'a pas de résultats énormes, c'est pas tout à fait ça qui va régler le problème. La prime Macron peut être une solution de court terme. Elle va être prolongée. De court terme, tout à fait. Bon, campagne électorale oblige, j'ai vu qu'on s'occupait des retraités, parce que ça vote beaucoup et que ça tombe plutôt du côté d'un électorat que d'autres. Mais ça, il ne faut pas non plus empêcher les politiques de faire de la politique. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir être très sélectif, là où je suis d'accord. Oui, Effectivement, pas arrosé, mais non, ciblé. Mais très sélectif et s'occuper des catégories les plus modestes, parce qu'autrement, ça va être terrible. Et encore une fois, la transition environnementale qui a déjà commencé depuis un certain temps, elle fait déjà quelques dégâts. Bien sûr. Les voitures électriques, ça va être plus cher pendant un moment que les voitures thermiques, que les moteurs thermiques, etc. Oui, au même moment, le samplon est renégocié très haut, puisqu'il passe la barre des 2 mais rappelez-vous euros. l'interview de Carlos Tavares qui disait les politiques nous obligent à basculer plus rapidement, plus radicalement dans Mais l'électrique. attention, danger, c'est vrai. Ça va avoir un coût. Pour faire que les voitures électriques soient accessibles aux catégories modestes, il va falloir 10% de gain de productivité pendant des années, là où l'industrie automobile elle est plutôt à 2 à 2,5. Non, c'est pas possible. L'impact sur l'emploi ou sur les conditions de travail, ça va être terrible. Puis surtout sur le pouvoir d'achat, parce que quand il y a moins d'emplois pour certains, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Oui, donc il faut tenir tout ça en même temps, et je reconnais que ce n'est pas facile pour le gouvernement. On va parler des pénuries d'emploi, peut-être du lien d'ailleurs entre les pénuries d'emploi et le débat des salaires de certains Français qui considèrent autant rester chez soi. Bruno Le Maire l'a dit, il faut que ça me rapporte de travailler, je le cite, et pas que ça me coûte cher. Bon, il l'a dit à l'oral, évidemment, c'est une formule à l'oral, mais un mot quand même, Erwan Tison, sur la répartition de la richesse, parce que ça, c'est un vrai sujet politique sensible. Effectivement, le fait de rendre aux actionnaires que le CAC 40 se porte plutôt bien, que les salariés voient globalement les actionnaires sont bien rémunérés. Est-ce qu'on repense notre modèle dans un contexte de transition écologique, augmentation des coûts et des salariés qui disent pour certains, même avec un salaire correct, je boucle pas les fins de mois, c'est-à-dire que je m'en sors pas entre les coûts fixes et évidemment les dépenses contraintes. C'est ça qui est fantastique dans ce débat, c'est qu'il y a le côté politique et le côté économique. La réalité économique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le partage de la valeur ajoutée entre, pour faire simple, les actionnaires et les salariés, elle n'a pas bougé depuis 1949. Et la seule distorsion qu'on a eue, c'était... C'est pas pour autant qu'il ne faut pas la bouger. Ah non, bien sûr. Le fait qu'elle soit sur une longue série... C'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que c'est exactement... Historiquement, c'est ça. La seule fois où ça a bougé, c'est entre 82 et 89. Donc la seule fois où on a eu un gouvernement socialiste, c'est là où il y a une distorsion en faveur du capital, et nous en faveur des... Et nous en faveur des salariés. Après le plan d'austérité de 83. Exactement. Et donc du coup, c'est la seule fois où on a une distorsion. Donc en fait, et quand on regarde en Europe, la France c'est le pays où la valeur ajoutée va le plus aux salariés que aux actionnaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça, c'est la... Donc ça contredit ce qu'on se dit. On a l'impression que l'actionnaire reçoit ça c'est parce que c'est la froide réalité économique. Si jamais vous allez dire ça... C'est aussi le pays où le taux d'emploi est un des plus faibles. C'est aussi le pays où... Mais le problème, c'est que si on raisonne globalement, je ne suis pas sûr qu'on arrive aux mêmes conclusions que vous évoquez. Non, je veux dire, c'est d'un point de vue purement macroéconomique, d'un point de la réalité froide technocratique. Si vous le reliez à l'indice du taux d'emploi, est-ce que ça ne modifie pas Non, les comparaisons de l'INSEE se font à un taux d'emploi constant. Oui, mais ça veut dire aussi, comme le taux d'emploi est faible, que la productivité des salariés qui sont au travail est forte. Et à partir de là, la répartition que vous évoquez peut se comprendre. Mais il y a notamment beaucoup de jeunes qui restent à côté du marché du travail. Alors en fait, il y a deux choses. C'est pour ça que je parlais vraiment de la réalité froide et des chiffres, parce qu'elle n'est pas entendable pour la plupart des citoyens sur la productivité du travail. Malheureusement, ce qu'on observe, on a le mythe en France d'être les plus productifs au monde. Ça l'était sur la productivité. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un dossier il y a quelques
mois pour l'écho là-dessus. Ça l'était d'ailleurs sur la productivité horaire, mais quand on regarde la productivité du travail, depuis 2019, elle a diminué de 3%. On a créé énormément, l'économie française a créé énormément d'emplois justement ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est des emplois peu productifs qui sont créés. Donc du coup, c'est lié aussi à la mécanique du pouvoir d'achat, parce qu'on crée des emplois moins productifs, donc moins rémunérateurs. C'est pour ça qu'en fait, on est sur une espèce de quadrature du cercle. Vicieux. Exactement. Ouais. On a sous-investi dans le domaine des compétences, de la formation et de l'apprentissage. Exactement. On se souvient des gilets jaunes au moment, les premiers gilets jaunes version 1, pas ceux qui ont récupéré le mouvement, mais les premiers qui étaient des retraités, des catégories modestes dans des zones périurbaines, qui disaient, nous, le prix de l'essence est trop haut pour nous, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'était à l'époque, souvenez-vous, des mesures écologiques qui étaient engagées. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne prend pas le risque de projeter finalement ou de créer des conflits sociaux avec les arguments qu'on a là en ce moment sur le plateau? Pour positiver, Il y a on un pourrait dire danger. que ce moment de grande inflation, c'est peut-être le moment justement de segmenter, selon ce que je disais tout à l'heure, et d'aider un certain nombre de professions dont les rémunérations se sont effondrées. Tout ce qui est aide aux soignants, Clairement. tout ce qui est métier Aide à la de personne. l'hôtellerie-restauration, c'est peut-être le moment, grâce à l'inflation cette fois-ci, par contre, grâce à l'inflation, d'essayer de les revaloriser et de les faire re-rentrer dans le circuit. Enfin, je me Un permets Ségur généralisé, quoi. Voilà. Ouais, j'allais vous poser la question à tous les trois, parce qu'on a eu des grands rounds de négociations, les accords de Matignon, on a eu pas mal de choses autour des salaires. Vous nous dites dès le début du débat, il faut segmenter les aides, c'est-à-dire faire un peu de technocratie, c'est-à-dire viser des catégories. Est-ce qu'il ne faut pas, Pierre Ferracci, prendre le problème à l'envers et dire on remet à plat le système et on fait un grand Grenelle, on invite le patronat, les salariés et tous les parties prenantes, les ONG, enfin bref. Est-ce que vous croyez encore à ces grands raouts de négo pour dire voilà, on prend le pays et on le transforme? De temps en temps, ça peut être utile. Moi, je pense que les enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui très puissants et qui vont avoir des répercussions économiques et sociales, avec un coût, je le disais, qui est aujourd'hui totalement sous-estimé par l'opinion, mais je pense aussi à cause de nos gouvernants, qui n'en parlent pas beaucoup quand même. Occulté, oui, pour le dire. Et que tout le monde l'occulte. Je pense que ça vaut la peine de faire, comme vous dites, une grande messe pour mettre chacun devant ses responsabilités et pour réfléchir au partage de la valeur. Après, il va y avoir pour le gouvernement une équation difficile parce que il n'y a pas 36 façons de casser la spirale inflationniste. Ou on s'en accommode avec une stratégie d'indexation qu'on essaie de maîtriser, où on sait très bien que derrière, il y aura une politique monétaire restrictive qui amènera de la récession, Bien sûr. qui cassera la dynamique d'emploi qui est plutôt intéressante aujourd'hui et qui créera aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Attendez, vous dites risque de dévaluation? Non, risque de récession, et de suppression d'emplois, alors que la politique de l'emploi est plutôt dynamique aujourd'hui. Donc, Et pénurie. on voit bien Christine Lagarde qui commence à annoncer le relèvement des taux. Ah bah oui. Puis toutes les crises, on parlait de 83, passent toujours par une phase de ce type, où on joue la récession contre l'inflation, parce que l'inflation à certains niveaux n'est pas supportable par les gouvernements et n'est sans doute pas supportable par une partie large de la population si l'indexation ne suit pas. Et l'indexation ne suivra pas parce que certains n'en veulent pas. Parce qu'il y a un double débat. Il y a le débat des économistes qui regardent les chiffres froids, et puis il y a ceux qui observent les chiffres à l'aune des risques de déstabilisation sociale et économique. C'est quand même un jeu d'équilibriste, là, ce que Il fait le faut gouvernement. regarder les chiffres en détail et les connaître, et en même temps, à un moment donné, il faut essayer de s'extraire, de relever le niveau de jeu. C'est-à-dire que le fameux partage de la valeur dont M. Ferracci parle, c'est ça, en fait, le véritable enjeu. Et pour faire ça, c'est un enjeu de civilisation. On est bien au-delà de l'économie. On est bien au-delà de l'économie. Vous voyez qu'il faut une il faudrait entrer dans un système, par exemple, où les dividendes seraient indexés sur les efforts climatiques. Il faudrait complètement modifier. Il faudrait... au sein de toutes les rémunérations qui sont dans Je suis l'économie. d'accord, mais on n'a pas le temps, Stéphane. On n'a pas le temps, Stéphane, là. Il faut gérer le C'est moyen. compliqué, Je suis il faut aller d'accord vite. avec lui. Il faut gérer le moyen et le long terme tout en gérant les urgences Eh de oui. court terme. Ça rend difficile la politique gouvernementale, mais on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Et je pense que la façon de lutter contre la crise inflationniste actuelle, elle doit être aussi porteuse de changements plus structurels. C'est là que je dis il faut mener le débat sur le partage de la valeur, même si depuis 1949, la répartition n'a pas beaucoup bougé. Ça, c'est Je surprenant, crois ça. que certains se rendent compte qu'aujourd'hui, les taux de profit ne peuvent pas être maintenus en l'état, ne serait-ce que parce que les entreprises elles-mêmes auront des efforts considérables à faire Ouais. en matière Elles vont devoir d'innovation, consacrer d'investissement. une partie de Bien leur sûr, profit bien à la sûr. transition. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut que ça C'est clair. bascule fondamentalement de l'entreprise des actionnaires aux salariés. Il y a aussi à garder de la valeur dans les entreprises pour assumer cette transition lourde de conséquences. C'est pour ça que Tison. le débat qu'on a là, il est essentiel. Moi, je disais, d'un point de vue purement économique, mais d'un point de vue purement économique, quand vous expliquez à la ménagère ou le citoyen de 50 ans qui n'arrive pas à se payer un
un paquet de farine qui Il a faut bien augmenté de entendre 30%. tout ça, hein, mais Tout ce qu'il voit, c'est 50 milliards de dividendes. Enfin, on ne se rend même pas compte. Il y a d'autres solutions qu'on pourrait se dire. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de diluer justement le nombre d'actionnaires. Est-ce qu'on a un système par capitalisation dans une partie ou intégrer un peu plus les collaborateurs. C'est des systèmes qui sont structurels. Il faut justement changer ça. Mais dans l'urgence qu'on a aujourd'hui, c'est pas entendable. Si je peux me permettre de reprendre l'allégorie de la messe, moi je pense que sur cette grande messe que vous appelez de vos voeux, moi je pense qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul prêche là-dedans, c'est la formation. Il y a une étude Aubert et Zamora en 2009 qui avait très bien montré que si jamais vous formez vos salariés à raison de 11 heures par salarié par an pour une moyenne environ un tiers de vos salariés pour environ 450 € par salarié, vous augmentez la productivité de votre entreprise de 1%. 1% par an, juste avec 450 € par salarié. Et la moitié de cette productivité, de cette hausse de productivité est absorbée directement par les salariés en gain de salaire, donc en pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'en fait les mécanismes qu'on a, c'est soit agir sur les dépenses contraintes, donc là c'est le logement, 70% des dépenses contraintes, il y a l'augmentation des prix alimentaires, donc ça c'est une première chose. Mais deuxièmement, il y a aussi comment est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires, et non, ça ne se décrète pas à Bercy, n'en déplaise à Monsieur le maire, mais ça se décrète aussi par des mécanismes dont on a fortement oublié ces dernières années. Je rappelle, depuis 2018, diminution de 13% des effectifs des salariés en entrée de formation. Donc du coup, on a un vrai problème là-dessus, et je pense qu'on ne s'en sortira que grâce à la formation. Un mot et ensuite... moi, je suis d'accord là-dessus. Priorité à l'éducation et à la formation. C'est contradictoire avec ce qui a été fait pendant quelques décennies, un peu corrigé ces derniers temps. D'ailleurs, il faut moi reconnaître ça au gouvernement. L'exonération systématique des charges sociales qui a joué les bas salaires et donc les basses qualifications contre les qualifications plus élevées, les compétences qui montent, l'industrialisation défaillante aujourd'hui. On paye tout ça aujourd'hui. On est d'accord. Donc il faut repartir. Le seul problème, c'est que ça prend un peu de temps, quoi. Ça ne paye pas immédiatement. Juste un mot chacun, parce que c'est un débat qui est soulevé par certains libéraux, mais il faut avoir ce débat et le mettre sur la table, c'est la question des charges. L'État, aujourd'hui, encaisse de la TVA, et les recettes de Bercy, aujourd'hui, a le sourire. Certains évoquent même l'idée d'arrêter les taxes sur l'essence, qui permettrait d'avoir un carburant qui serait aux alentours d'un 60, un 50. L'État ne fait rien sur ces sujets. Est-ce que vous pensez que l'État peut aller un peu plus loin, ou est-ce qu'il joue un peu un double jeu? Parce que Bruno Le Maire dit il faut que les salariés aient envie de travailler, dit au patronat il faut augmenter les salaires. Mais enfin, l'État n'est pas très vertueux sur les baisses de charges, et tout simplement des baisses directes de TVA et de charges sur la charge ou de taxes sur les taxes. Vous parlez d'une grande réforme fiscale au service du pouvoir d'achat. Oui, et que l'État finalement soit le meilleur élève et le premier de la classe sur le sujet. Tout le monde sourit. Là aussi en ciblant, pas de façon généralisée et aveugle. D'accord. En ciblant les exonérations là, dans des secteurs qui le méritent, en évitant qu'on joue une baisse générale des qualifications qui s'est produite en quelques décennies. Le ciblage c'est absolument la clé, y compris pour la formation dont on a parlé à l'instant. Oui, c'est vrai. En France, il y a énormément d'argent pour la formation. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est une manne. C'est un problème de ciblage. Les gens qui les touchent sont à 50% des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, le problème est vrai, la solution est l'argent est là. Et pourtant, on n'y arrive pas. Sur les charges, personne ne veut répondre. Peut-être légiférer sur l'allocation des budgets de formation. Stéphane Marchand et Erwan Tison, les charges, on les baisse comme on le veut, on les a baissées sur les plus bas salaires. Il n'y a pas eu de sujet. Il y a deux sujets sur les charges. C'est que je pense que M. Ferracci a tout à fait raison, on a fait absolument n'importe quoi avec les baisses de charges sur les bas salaires. 2003, c'est peut-être on a paupérisé les Français à partir de 2003. 2003, les effets Fillon jusqu'à 160% du SMIC. Exactement. On a cassé l'échelle de progression des salaires et on a concentré le salaire médian aux alentours de 160% du SMIC. Exactement. Le salaire médian n'augmente plus dans notre pays à cause justement parce que vous avez créé un gap. Ça crée des poches. Pour augmenter de votre salarié de 100 € à ces alentours de 160% du SMIC, ça vous coûte 300 €. Donc effectivement, là, vous avez des primes, donc là, forcément... Jusque-là, vous jouez, quoi. Et après, vous arrêtez. Vous faites autre chose, et dans ces cas-là, on a paupérisé les salariés français. Deuxièmement, petit bémol aussi sur les taxes. Effectivement, l'État pourrait décider demain de diminution des taxes, mais on revient avec ce qu'on disait au début avec la transition écologique. Si jamais on casse le signal prix, qui, les économistes l'ont prouvé, et vous le montrez encore dans votre dernier numéro, les économistes le montrent, le seul effet qu'on peut avoir sur la transition énergétique, c'est le signal prix. Si jamais on casse le signal prix sur l'élément le plus polluant aujourd'hui, qui est le gasoil, et ben dans ces cas-là, on continue à perdre du temps sur la transition énergétique. On peut pas continuer à dire il faut effectivement sauver l'humanité et sauver la planète, tout en se disant je vais essayer d'apparaître. Donc c'est un numéro d'équilibriste. Après, il faut gérer l'acceptabilité. J'allais dire, les gilets jaunes n'ont pas entendu ça. Mais voilà, les gilets jaunes et les bonnets rouges avancent, descendus dans la rue pour l'écotaxe et la taxe carbone. Exactement. Et moi, je rappelle toujours qu'ils ne sont pas moins que nous soucieux de la préservation de la planète et de l'avenir de leurs enfants. Donc il faut accompagner ça, parce que je pense qu'effectivement la taxe sera nécessaire, quelle que soit la forme, de mesures qui évitent que les inégalités sociales se développent.
deux mesures qui permettent au taux d'emploi de se relever, parce que c'est un de nos problèmes, et on voit bien qu'il cause derrière un problème de pouvoir d'achat. Donc c'est toujours le même problème, il faut trouver l'équation qui permet de gérer le très court terme et le moyen et le long terme pour protéger la planète de façon En principe, c'est le job de la politique de faire ça. C'est vrai. Exactement. Mais quand même, là, vous soulevez un sujet intéressant, c'est-à-dire l'acceptabilité de sujets qui, sur le plan théorique, sont évidents. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut arrêter d'extraire du pétrole et du gaz. C'est que le On est tous rapport d'accord. récent qu'avaient fait Jean Tirole et Blanchard, là, justement, sur les Prix enjeux Nobel de la d'économie. transition, chaque fois se posait la question de l'acceptabilité. Et ça se gère aussi un problème d'acceptabilité. C'est des mesures très ciblées, ce qu'on évoque depuis le début. Ça peut être pour les petites entreprises, ça peut être pour les salariés les plus modestes. Mais si on ne le fait pas, les citoyens se rebelleront contre des objectifs écologiques que tout le monde est censé partager quand on regarde bien ce qu'est la planète aujourd'hui. Sauf qu'un jour ou l'autre, il faut payer soit le prix de l'essence avec effectivement le prix du gazole qui va passer au-delà de 2,50, sauf qu'au même moment, comme le disait Pierre Ferracci, on n'a pas prévu les véhicules électriques de remplacement des véhicules diesel. Voilà, exactement. Donc en fait, vous êtes en situation d'impasse. Si Emmanuel Macron avait distribué des véhicules électriques à tous les gilets jaunes au moment de la révolte des gilets jaunes, ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher. Ça n'aurait pas coûté beaucoup Là, vous plus êtes cher sérieux, que ce qu'il Stéphane ? a finalement D'accord. payé, c'est-à-dire 12 En milliards. coût, ouais. Voilà, on se serait projeté, on aurait projeté la France dans un futur quand même là. Voilà, bon alors ça paraît Donc il est radical. défensif et vous dites C'était un peu s'il avait été symbole. plus offensif. Oui. Un mot quand même, parce que c'est un sujet qui nous concerne ici dans l'émission, cette pénurie d'emploi, cette tension sur le marché du travail, Pierre Ferracci, est-ce qu'on peut quand même l'associer, est-ce que c'est un peu aller vite en besogne, de se dire après tout pénurie, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus, avec des salaires trop bas et des Français qui disent, c'est pour ça que Bruno Le Maire... C'est aussi oui. lié à l'inadaptation de notre secteur éducatif et de la formation On est professionnelle. d'accord. Même si c'est plutôt des choses qui ont bien avancé pendant le quinquennat, il y a encore beaucoup à faire. Je suis d'accord. Donc il y a un problème de moyens à mettre en œuvre sur le plan quantitatif. Il y a un problème aussi, là aussi, de ciblage. Quels sont les emplois de demain et qu'est-ce qu'on fait? Bon, la question des ingénieurs, par exemple, et de la formation aux maths, on voit bien que c'est un problème aujourd'hui pour la France et qui est lié d'ailleurs à notre désindustrialisation C'est vrai. assez massive depuis 30 ans. Même si on nous depuis dit 40 qu'on ans. nous réindustrialise petit à petit, c'est très lent. Juste, non, moi, je Puis il y a des pensais au- secteurs qui réagissent. Hein. Ouais. L'hôtellerie-restauration, C'est par ce que je voulais exemple, dire. 16% d'augmentation des salaires, c'est Exact. énorme. Mais voilà. Bon, bah, donc ils ont pris les moyens du problème qui... Je pensais quand même aux emplois d'aide à la personne dont on a beaucoup besoin, des enfants, des personnes âgées. On voit que ce sont des emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir parce que les salaires sont trop bas et que les entreprises elles-mêmes disent mais nous on n'a pas de marge possible, c'est leur réponse parce que notre donneur d'ordre, l'État, on en revient à l'État, ne nous donne pas de marge. Mais c'est parce On qu'il y a- se mord la queue là. Il y a un problème de mesure de la valeur aussi, parce qu'on mesure la valeur produite par ces emplois-là qu'en termes de valeur ajoutée pour le coup, alors que ces emplois-là C'est du service. créent de la valeur extra ajoutée, on va dire Exactement. extra financière. Donc ça sous-entend ce qu'on disait tout à l'heure, mais on recoupe sur nos sujets. Il nous faut de toute façon, tous les économistes qui appellent à une triple comptabilité en capital, je pense que c'est la solution qu'on doit avoir justement dans nos entreprises, c'est-à-dire prendre en compte l'impact social, sociétal et environnemental de chacune des actions. Et c'est là où on se rendra compte qu'effectivement, dans un EHPAD, une infirmière ou une aide-soignante rapporte beaucoup plus de valeur que ne peut le faire par exemple un contrôleur de gestion ou un DRH. Oui, Avec parce tout que le respect que j'ai pour les DRH. elle- et Et qu'il faut beaucoup mieux les payer, du coup. et qu'il faut beaucoup mieux. De toute façon, on ne pourra pas. L'INSEE nous dit qu'on va avoir une augmentation de 15% des seniors en situation de dépendance Donc d'ici c'est 2040. mais c'est une demain. obligation. On ne pourra pas continuer à payer ces gens-là au SMIC pour faire 40 heures par semaine. C'est Est-ce que impossible. quelqu'un sur le plateau sait ce que contient le projet de loi pouvoir d'achat? Parce que nous on a envie de savoir. Pierre Ferracci, vous avez des infos? Stéphane Marchand? Rien. Non, mais en tout cas, Aucune info. En tout cas, le pouvoir d'achat, c'est le clash de On a civilisation commencé à par les l'intérieur du retraités, pays. mais- C'est le Ça, cas de c'est sûr. On civilisation. a commencé par les retraités, mais ça, c'est pour Ouais. C'est le mois de juin. Ouais, parce que Mais, je Juste pensais un que point- un ouais, point Erwan sur ce- Tison, sur vous ce ne savez que pas disait- non plus ce qu'il y a dedans. Bon, on voit, ça va être les retraités, le point d'indice. L'indexation des retraites sur justement l'inflation, ça va nous coûter à peu près 20 milliards, entre 18 et 20 milliards. Bah oui. Ce que vous disiez, Stéphane, effectivement, avant, si on avait distribué un véhicule électrique à l'époque, justement, à tous les gilets jaunes, déjà, on n'aurait pas eu les 12 milliards, on n'aurait pas eu les 15, voire 20 milliards, justement, de limitation. C'est toujours le C'est problème intéressant, son politique. idée, hein. C'est C'est toujours de- le On problème n'a pas politique. évoqué le nombre de véhicules électriques. C'est ce que je voulais dire, parce que ça fait quand même une manne, hein, quand même. C'est le court Pour terme arriver à versus 12 le long terme. milliards, ça fait un paquet de véhicules. hein. Mais on aurait pu faire des flottes, aux alentours de centre-ville en autopartage. Mais c'est le Oui. problème du court terme versus du long terme. Et la période qu'on vit aujourd'hui a besoin de décisions structurantes de long terme. Mais malheureusement, le politique ne doit y répondre parce qu'il y a une opinion politique et publique qui l'impose justement et qui l'oblige à répondre qu'à des solutions au court terme. Donc c'est aussi cet équilibre-là qu'on se doit de résoudre, ce paradoxe-là qu'on doit de résoudre. Sinon, on n'arrivera pas à relever tous les défis qu'on a soulevés avant. Un robot dans ma voiture, puisqu'on parlait des voitures électriques, avec l'idée lumineuse de Stéphane Marchand de donner, au moment des cris gilets jaunes,
des véhicules électriques. Il ne nous a pas dit la marque, mais enfin en tout cas l'idée de permettre à ces personnes de se déplacer en électrique sans mettre de l'essence. Et votre livre, Erwan Tison, sorti 9 juillet 2020, Un robot dans ma voiture, que vous avez coécrit, préface de Pascal Perry, qui est un journaliste spécialiste de la mobilité, entre autres, et de l'économie, et Guillaume Tatouex, édition, Ma Édition. Merci à vous. Je n'oublie pas Pierre Ferracci, le guide du routard, pas pour partir dans un pays étranger, mais pour partir dans les arcanes du dialogue social. Parce que c'est ça, le voyage au pays du dialogue Pays social. étranger pour beaucoup de gens. Ça fait 2 millions de véhicules Ça fait quelques véhicules. pour arriver à 12 milliards. Et l'ours polaire pour Stéphane Bonne Marchand. idée, finalement. Oui, c'est ça, le routard. En tout cas, Ça se tente. Merci à vous pour vos idées, pour ce débat passionnant. Puis on va le suivre évidemment de très près parce que ce projet de loi arrive dans une quinzaine de jours à l'Assemblée nationale. Merci à vous. On parle des paix, les bulletins de paix. Bah oui, la paix, c'est vital, c'est central. Et on en parle tout de suite avec notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle de la paix, de la fiche de paix. Alors, vous recevez aujourd'hui d'une manière numérique, mais que pendant des années, on a reçu dans une enveloppe, très souvent, donnée de la main à la main, sa feuille de paix. Elle est fabriquée, elle est faite par le service comptable, mais aussi, la plupart du temps, par des logiciels. Un logiciel en particulier et une entreprise. Et on en parle avec Alexandre Renaud. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur d'activité moyennes entreprises chez ADP. Alors quand on dit ADP dans les entreprises, on pense fiche de paie, mais pas seulement, on va en parler avec vous évidemment. Belle entreprise à l'origine américaine, entreprise internationale. ADP en quelques mots, c'est quoi? C'est d'abord la fiche de paie, vous êtes leader sur le sujet. Alors ADP, c'est d'abord un prestataire d'externalisation, au départ, d'externalisation du processus de paie. C'est le système de paie, c'est aussi l'expertise métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ADP en France, par exemple, c'est 12 000 entreprises clientes, 3 millions de salariés du secteur privé qui sont rémunérés par nos services. Mais qui reçoivent un bulletin de paie. 3 millions de salariés qui reçoivent un bulletin de paie ADP, dont 1 million aujourd'hui qui reçoivent le bulletin de paie que vous avez cité de manière dématérialisée, qui arrive directement dans un coffre-fort électronique. Alors, quelques chiffres quand même, parce que c'est 58 000 collaborateurs dans le monde. 58 000 collaborateurs. 140 pays. En France, combien de collaborateurs? En France, 2100 collaborateurs. 2100 collaborateurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, votre premier métier, c'est la paie, et vous l'avez évoqué, mais vous avez la gestion des talents, la gestion du temps des activités, Absolument. et vous allez plus loin. Vous avez une possibilité de choix. Aujourd'hui, quand même, c'est important, du recrutement. Combien de personnes recrutées, là, vous recrutez? Alors, on l'a dit, 2100 collaborateurs répartis sur 9 sites en France. Au moment où je vous parle, ADP, c'est une centaine de postes à pourvoir, dont la moitié sur le métier de gestionnaire de paie, qui est un métier particulièrement important aujourd'hui pour nous et qui correspond à une de nos activités, qui est l'externalisation complète de la paie. Juste quelques mots pour affiner un peu, parce Absolument. que toutes les entreprises ont des problèmes de recrutement. Et on avait une compagnie d'assurance qui disait l'autre jour, l'assurance n'est pas assez attractive. Et presque tout le monde vient de nous dire cela. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à recruter? Parce que comment on rend attractif ce poste gestionnaire de paie? Alors, on a tout d'abord, oui, on a une tension forte au recrutement sur ce métier, partout en France, dans toutes les entreprises. Nous, en tant qu'acteurs, je dirais, principal de ce métier, puisqu'aujourd'hui, sur les 2100 collaborateurs d'ADP en France, 400 de nos collaborateurs sont des gestionnaires de paie, qui sont le service paie de nos clients quart de de A à Z l'effectif, par délégation. Ça fait 25, oui. Ouais, un peu plus d'un quart. de l'effectif. Ouais. Sur 9 sites en France. Donc, l'implantation géographique est large, les opportunités professionnelles sont importantes, et oui, nous sommes en tension sur ce métier. Recrutement, c'est quoi? C'est quel profil pour être gestionnaire de paie? Vous recrutez à quel niveau? En formation initiale, on est plutôt aujourd'hui sur des profils qui ont fait des cursus RH ou des cursus de comptabilité avec une option sur la paye. Oui. Ça, c'est un élément important et problématique aujourd'hui. Il faut avoir vu une feuille de paye pour comprendre. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est subtil, la feuille. Ah oui. C'est pas juste une grosse calculatrice. Il y a Non. une vraie Ah non. expertise métier derrière. Bien sûr, bien sûr. Et en formation initiale, on n'a pas de cursus initial dédié à ce métier. En formation continue et en reconversion professionnelle, on voit beaucoup d'organismes qui commencent à développer des cursus au regard des opportunités du métier. La suite pour vous, c'est quoi? Parce que là, vous êtes focus sur les recrutements gestionnaires de paie. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez une surchauffe, il y a un besoin important. Les entreprises aujourd'hui, on a beaucoup. Une croissance très importante. On a une croissance très importante d'activité, particulièrement sur l'externalisation du métier de la paie, et en particulier parce que
les quelques années qu'on vient de passer ont amené une grande prise de conscience dans des entreprises sur les enjeux qu'il y a autour de ce métier-là. Une cliente m'a raconté une anecdote en pleine crise du Covid, mise en place de l'activité partielle, télétravail pour toutes les équipes. Elle rentre en comité de direction. La première question du président, c'est va-t-on pouvoir payer nos collaborateurs ce mois-ci ? Bien sûr. Et elle lui a répondu, on est en coopération avec ADP, on a validé l'ensemble du processus, il est sécurisé. C'est un très bon punchline que vous nous faites, Alexandre. C'est-à-dire que globalement, vous nous dites quand même que les entreprises avec l'effet Covid ont compris qu'elles garantissaient une stabilité, une sécurité et une qualité, j'imagine, aussi de service grâce à ADP. Payer les collaborateurs, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quand en plus, sur nos 12 000 clients, vous avez plus des 3/4 des entreprises qui devaient mettre en place des plans d'activité partielle, avec en plus une activité législative sur le domaine qui a été très forte. En 2020, c'est 350 évolutions légales qu'il a fallu intégrer dans les systèmes de paye. Le gouvernement a travaillé dans un contexte particulier, a légiféré beaucoup sur ce domaine. Il a fallu les lignes. absorber. C'est 2 fois plus qu'en 2019. C'est passionnant parce que, évidemment, on voit bien l'industrialisation du procédé. Vous l'intégrez à des logiciels qui, mécaniquement, ce ne sont pas les comptables. À des logiciels, et nos équipes exploitent ces solutions pour délivrer le bulletin final à nos clients dans ce format dématérialisé que vous évoquez. C'est passionnant ce que vous dites. Ça veut dire que quasiment en temps réel, quand des décisions étaient prises à l'Assemblée, il fallait qu'immédiatement vous implémentiez la modif et qu'elle soit évidemment industrialisée. Donc c'est un travail de titan, en fait. Absolument, et on essayait même, en avance de phase, de se tenir au courant auprès des grands organismes publics de ce qui pouvait, que ça allait bouger, pour voir comment ça allait impacter nos capacités de service. Parce que c'est analyser les textes, les intégrer dans les systèmes, former toutes nos équipes et assurer le déploiement de ça auprès des clients. Juste d'un mot, parce que la plupart de ceux qui nous regardent et qui nous suivent ont bien sûr vu leur bulletin de paie. Certains sont des chefs d'entreprise, donc n'en ont pas. Mais ceux qui ont un bulletin de paie, il suffit d'avoir regardé son bulletin de paie pour voir la complexité. Les taux retraite, le taux sécu, le niveau santé, les cotisations patronales. On est revenu à un bulletin de paie normal. Le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source. Innovation récente. Le brut, on a déployé le net. sur l'ensemble de nos clients. Le nombre de jours de congés restants. Toutes ces informations, évidemment, vous les gérez. Ce sont des datas. J'imagine qu'il faut quand même faire très attention à la sécurité data quand même. Ça, c'est un élément très important. Parce que les clients vous le demandent. Et vous évoquiez l'attractivité du métier. Et j'aimerais rebondir sur l'attractivité du métier, la question que vous posez à travers la manière dont on a pu sécuriser, on peut sécuriser le service. Aujourd'hui, un gestionnaire de paye, à travers nos solutions en particulier, c'est quelqu'un qui travaille dans un environnement totalement digital. L'image du gestionnaire de paye derrière des piles de papier, c'est absolument obsolète. C'est fini ça. Et en période Covid de télétravail, ou même aujourd'hui, l'attractivité du métier est liée au fait de pouvoir offrir à des collaborateurs gestionnaires de paye, chez nous, mais dans toutes les entreprises, la possibilité de passer 2 jours de télétravail à la maison, 3 jours au bureau. Ça, c'est attractif. C'est un enjeu d'attractivité. Parce que c'est numérique et qu'on peut travailler. Et c'est l'environnement de travail digital à travers les systèmes qui permet ça. Et puis, si vous exploitez des bulletins de paye physiques sur la table d'un bureau à votre domicile avec des données confidentielles, numéro de sécu, compte bancaire, vous avez toute l'histoire d'une personne sur son bulletin de paye. Bien sûr. En termes de RGPD, il est fondamental de réussir à dématérialiser. Donc on dématérialise, donc il y a de l'attractivité. Et c'est un enjeu d'attractivité, c'est un métier à renouvellement technologique important. C'est important de l'exprimer. La passion vous anime. Merci Alexandre Renaud, directeur d'activité moyenne entreprise chez ADP. Il y a de l'attractivité et il y a aussi l'envie d'attirer les collaborateurs avec de l'hybridation de télétravail. C'est important de le signaler. Absolument. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous. Merci à tous les invités évidemment qui nous rejoignent sur ce plateau. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach à la réalisation. Merci à Alexandre qui a vraiment fait de l'art avec ses potarsons. Et merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.